Donc, rebonjour. Donc, je vais effectivement vous présenter donc, le modèle français de réduction des risques à la française et vous montrer effectivement les avancées qu'il a permis, mais également ses limites à partir de données épidémiologiques et d'une analyse sociopolitique donc, du dispositif. Et donc une présentation qui prend tout son sens, vous allez le voir, suite à la décision du Conseil d'État d'hier concernant les salles de consommation. Alors, quelques éléments de contexte concernant la mise en place de la politique de réduction des risques en France. Donc, au niveau international, donc, la France est caractérisée par un retard important concernant la mise en place des premières mesures de réduction des risques qui ont été mises en place à la fin des années 80, bien après d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Alors, autre élément, la première donc, mesure qui a été mise en place en France de réduction des risques, c'est 1987 et la mise en place de la vente libre des seringues en pharmacie. Ensuite, il faudra attendre 1995 pour une diffusion importante des traitements de substitution, donc un retard extrêmement important qui a certainement très largement contribué à l'importance de la contamination donc, des usagers de drogue par le VIH et par l'hépatite C dans notre pays. Alors, autre élément qui caractérise également la France, c'est que la France a choisi donc une vision intégrationniste de la réduction des risques, qui est une vision qui crée une opposition très forte entre les différentes approches, celle de la prévention du VIH et de l'hépatite C et celle du soin. Donc, ce choix d'une vision intégrationniste au détriment d'une vision gradualiste qui, elle, permet un continuum de ces approches, comme c'est le cas par exemple en Suisse, aux Pays-Bas ou au Canada, est lié en fait au fait que les débats ont été extrêmement violents entre intervenants en toxicomanie et partisans de la réduction des risques dans les années 80 en France. Mais cette violence des débats et cette vision intégrationniste, on va le voir, a un impact aujourd'hui important sur le débat qu'on peut avoir sur les salles de consommation. Alors, autre élément qui caractérise la France, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, c'est que la France a choisi de promouvoir une vision exclusivement sanitaire de la réduction des risques, centrée sur le traitement médicamenteux de la dépendance aux opiacés, qui ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des risques auxquels sont confrontés les usagers de drogue, à savoir les risques légaux liés à l'interdit de l'usage en France, les risques sociaux et relationnels. Alors, pour terminer quand même sur cette introduction rapide, un point positif quand même, en 2004, l'inscription de la réduction des risques dans la loi de santé publique apporte un socle à cette politique, même si on voit aujourd'hui, avec la décision d'hier, que malgré cette inscription dans la loi de santé publique, cette politique reste encore fragile en France. Alors, je vais passer maintenant aux enjeux actuels d'un point de vue épidémiologique. Donc, on considère, d'après les données disponibles, qu'il y aurait actuellement 80 000 injecteurs actifs en France, mais il y en a certainement beaucoup plus, puisque là, c'est des chiffres qui sont produits à partir donc, des données des Carude et des Xapa, et donc qui ne prennent pas en compte la part de la population des usagers de drogue dits cachés, donc qui ne fréquentent pas ce type de dispositif. Ce qu'on peut dire également d'un point de vue épidémiologique, c'est que la France se caractérise par une prévalence de l'hépatite C élevée en comparaison avec d'autres pays européens. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avec la présentation donc, de Cécile Denis, la France en fait, a une politique de réduction des risques qui a permis d'avoir un impact extrêmement positif sur la transmission du VIH. Mais pendant longtemps, on a pu affirmer que cet impact était plus limité vis-à-vis de l'hépatite C. Alors, ma présentation va se centrer sur deux angles principaux. D'abord, je vais vous présenter à partir des dernières données de l'enquête Coquelicot, donc réalisée en 2011, la situation épidémiologique actuelle concernant les épidémies de VIH et d'hépatite C chez les usagers de drogue. Et puis ensuite, je conclurai sur les forces et les faiblesses du modèle français de réduction des risques, éclairé donc par ces données épidémiologiques. Alors, voici donc les dernières données disponibles en France concernant la séroprévalence du VIH et de l'hépatite C. Alors, ces données ont été produites à partir de l'enquête Coquelicot. Donc, l'enquête Coquelicot, juste pour rappel rapidement donc, de la méthodologie, donc c'est une enquête de séroprévalence, c'est-à-dire que les données
qui sont produites ici sont des données qui ne sont pas des données déclaratives, mais qui sont recueillies à partir de données biologiques, donc qui sont plus proche donc, de la réalité de la situation épidémiologique en termes de contamination VIH et VHC. C'est une enquête qui est réalisée dans 5 villes, Strasbourg, Lille, Paris, Marseille, Bordeaux. Ça a été élargi d'ailleurs en 2011 à la notion d'agglomération. Et c'est une enquête également avec plan de sondage, donc un recrutement d'un échantillon aléatoire d'usagers de drogue, avec un taux de participation très important qui atteint quasiment les 80%. Et les usagers de drogue qui sont inclus dans cette enquête sont recrutés dans la quasi-totalité des dispositifs de réduction des risques et de soins de ces 5 villes, puisqu'on a recruté les usagers dans 150 structures dans ces 5 villes. Et en 2011, on a 1700 usagers de drogue qui ont participé à l'enquête. Alors, les dernières données montrent qu'en fait la prévalence du VIH atteint quasiment 10%, donc elle est de 9,8%, à peu près conforme à ce qu'on observait en 2004. Et concernant la séroprévalence du VHC, elle atteint près de 44%, donc elle est en diminution par rapport à 2004, où là la séroprévalence était plutôt aux alentours de 60%, mais vous allez voir en fait que quand on compare entre les différentes villes de province, on voit des situations extrêmement diversifiées qui nous amènent à moins d'optimisme concernant la baisse de la séroprévalence du VHC. Donc ce que vous pouvez voir donc, sur ce graphique, c'est que si certaines villes, comme par exemple Bordeaux et Lille, se caractérisent par une séroprévalence de l'hépatite C plus faible, c'est-à-dire aux alentours de 25% pour Bordeaux et près de 30% pour Lille. D'autres villes comme Strasbourg, Paris et Marseille ont une séroprévalence du VHC qui est au-delà de 45% et qui atteint, qui atteint presque 60% pour Marseille. Ce qu'on observe, en revanche, c'est que concernant le VIH, on a des taux qui sont relativement bas, sauf pour Marseille, encore une fois. Et par exemple, à Lille, la séroprévalence du VIH est nulle, en fait, dans l'enquête, en tout cas. Donc on voit des prévalences extrêmement diversifiées. Alors, ces différences peuvent être expliquées par des différences en termes d'usage, suivant les villes. Par exemple, la ville de Lille s'est caractérisée par une tradition de l'utilisation d'héroïne par voie fumée, ce qui a permis une moindre exposition des usagers de drogue au VIH et même également au VHC. Et en fait, la caractéristique de Bordeaux, c'est qu'en fait, la population recrutée dans le cadre de cette enquête à Bordeaux a une moyenne d'âge beaucoup plus faible, et c'était déjà le cas en 2004, que dans les autres villes, ce qui peut expliquer également cette séroprévalence du VIH et de l'hépatite C plus basse à Bordeaux que dans les autres villes. Alors, je voulais vous présenter également quelques données concernant les produits consommés au cours du dernier mois par les usagers, d'après donc les données les plus récentes de 2011. Là, ce qu'on voit, et ce qui fait le lien avec la présentation de tout à l'heure sur les usagers de crack, c'est que, comme je vous l'ai indiqué, parmi les usagers de drogue qui fréquentent les XAPA et les CARUD en France, le premier produit consommé, c'est le crack ou le freebase, puisqu'on a 33% des usagers qui déclarent avoir consommé au moins une fois du crack ou du freebase dans le dernier mois. Alors ensuite, le crack est suivi de très près donc, par la cocaïne, 28% des usagers, et puis l'héroïne concerne à peu près 20% de notre population. Alors, ce qu'on voit également sur ce graphique, c'est également l'importance de la consommation de médicaments, et en particulier des benzodiazépines et des hypnotiques qui sont consommés par un tiers de la population. Alors, un des résultats positifs concernant donc, la politique de réduction des risques en France, c'est que la France se caractérise par une bonne couverture en matière de traitement de substitution aux opiacés. On voit que dans l'enquête Coquelicot, on a 77% des usagers qui sont sous traitement de substitution dans les 6 derniers mois.
90% d'entre eux prennent ce traitement de substitution dans un cadre médicalisé, 10% hors cadre médical. Donc on a une augmentation de la couverture en traitement de substitution par rapport à l'édition de 2004. Et la nouveauté également en 2011, l'évolution, c'est en fait la balance entre méthadone et buprenorphine, puisque en 2004, on avait une part beaucoup plus importante d'usagers de drogue qui étaient sous buprenorphine, alors que là, on voit que dans les Carude et l'Exapa, c'est la méthadone qui est la plus prescrite, puisqu'on a 64% des usagers sous traitement de substitution qui sont sous traitement méthadone. Alors, une réserve quand même, on a une bonne couverture en TSO, mais en revanche, j'y reviendrai tout à l'heure, on a une limite concernant la palette des traitements de substitution disponibles, puisque en France, contrairement à d'autres pays, nous ne disposons pas d'héroïne médicalisée ou de traitements de substitution injectables. Alors, après ces données plutôt optimistes concernant en tout cas la baisse globale de la prévalence de l'hépatite C et la bonne couverture en matière de traitement de substitution aux opiacés, on observe dans la dernière enquête Coquelicot des données en revanche extrêmement préoccupantes concernant l'exposition au risque de transmission de l'hépatite C et du VIH. On observe une persistance des pratiques à risque et même une augmentation très importante des pratiques à risque par rapport à l'édition de 2004, puisqu'on interrogeait les usagers sur la pratique de partage du matériel d'injection, donc avoir partagé soit la seringue, soit la cup, soit le coton au cours du dernier mois. Et dans l'édition de 2011, on a à peu près la moitié des usagers de drogue qui déclarent avoir partagé au moins une fois du matériel d'injection au cours du dernier mois. Si on s'intéresse par exemple à la seringue, en 2004, on avait 13% des usagers de drogue qui déclaraient avoir partagé leur seringue au cours du dernier mois. En 2011, cette pratique de partage double. On est à 24% des usagers qui déclarent avoir partagé la seringue au cours du dernier mois en 2011. Et alors en plus, ce qu'on peut dire, c'est que ces données, généralement, on le sait, dans ce type d'enquête, sont sous-déclarées, puisqu'il y a un biais de désirabilité important, généralement, sur les données sur les pratiques à risque. Et en plus, autre élément à prendre en compte, c'est que les usagers que nous avons interrogés ont un très bon accès au matériel, puisqu'ils sont recrutés dans des structures qui, généralement, distribuent du matériel. Donc, si on s'intéressait plus globalement à la population des usagers de drogue, soit par exemple en milieu rural, soit une population qui ne fréquente pas les Carude ou l'Exapa, on aurait certainement des taux de partage qui seraient encore plus importants. Autre donnée préoccupante et qui renvoie donc à l'actualité sur les salles de consommation, c'est qu'on a un tiers des usagers dans l'enquête Coquelicot qui déclarent avoir réalisé sa dernière injection dans l'espace public, c'est-à-dire soit dans la rue, soit dans un hall d'immeuble, mais en tout cas dans l'espace public. On a également d'autres données préoccupantes qui étaient déjà présentes en 2004 et là qui ne sont pas en augmentation, on observe les mêmes niveaux, mais c'est quand même des niveaux qui sont à prendre en compte. On a un usager sur 10 qui déclare avoir injecté lors de son incarcération. Alors, malgré l'ensemble de ces données préoccupantes d'un point de vue épidémiologique, on voit que la France, encore aujourd'hui, est réticente vis-à-vis des innovations dans le domaine de la santé publique. On observe dans l'ensemble des plans, et en particulier dans le dernier plan sur les addictions qui vient d'être produit par la MILT ces dernières semaines, un silence autour de la question des programmes d'échange de seringues en prison, malgré les pratiques d'injection et de partage de matériel en prison. On observe, on le voit également en France, des hésitations, des allers-retours permanents sur la question des salles de consommation médicalement supervisées,
Une salle qui semblait se mettre en place à Paris dans les semaines à venir, au cours du mois de novembre, et puis une décision négative hier du Conseil d'État qui vient mettre un coup d'arrêt, en tout cas, à la mise en place de cette salle au mois de novembre. Et puis ce qu'on observe également en termes de réticence, pour faire écho donc à la présentation tout à l'heure sur les usagers de crack, c'est que malgré des résultats positifs d'un point de vue scientifique sur les kits crack, une absence de prise en compte au niveau des pouvoirs publics de ce risque d'exposition au VHC chez les usagers de crack, malgré donc des résultats positifs d'enquête. Alors, ce qu'on peut dire, c'est comment expliquer donc les difficultés auxquelles la France est confrontée donc, concernant la mise en place d'innovations. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe un French paradoxe, c'est-à-dire qu'au niveau international, la France est souvent présentée comme un modèle concernant notre couverture en matière de traitement de substitution aux opiacés. On a près de 8 usagers, donc une couverture en TSO qui est de près de 80%, environ 150 000 usagers de drogue sous traitement de substitution, mais donc un retard important vis-à-vis de l'implantation de mesures innovantes de réduction des risques. Alors, pourquoi ? Une des raisons principales, c'est que la France a choisi de mettre en place un modèle de réduction des risques qu'on peut appeler un modèle faible. Alors, qu'est-ce qu'un modèle faible de réduction des risques? C'est un modèle qui maintient l'interdit et la pénalisation des drogues, un modèle qui valorise également une forme uniquement médicalisée de la réduction des risques, qui est restreinte sur le traitement médicamenteux de l'usage, mais qui se désintéresse du contexte social de consommation des usagers. Et donc ce modèle faible de réduction des risques tend à favoriser la stigmatisation des usagers et à renforcer leur exposition aux risques concernant la transmission du VIH et de l'hépatite C. Alors, ce modèle faible de réduction des risques qui a été adopté en France, il est fragile, puisque malgré l'intégration de la réduction des risques dans la loi de santé publique, cette politique reste souvent encore très décriée au niveau des parlementaires, en raison donc de l'importance de la perception morale de l'usage de drogue en France et du maintien de l'interdit légal. Alors le débat actuel sur les salles de consommation et la décision donc négative du Conseil d'État révèle la fragilité de ce modèle faible de réduction des risques à la française. Donc autre élément de la fragilité donc, de ce modèle français, c'est la vision intégrationniste de la réduction des risques qui a été choisie en France, que j'évoquais en introduction, qui oppose la réduction des risques et le soin et qui a tendance à favoriser les réticences dans la population et chez les pouvoirs publics vis-à-vis des innovations de santé publique comme les salles de consommation qui vont être perçues en France par certains comme une forme de prosélytisme vis-à-vis de l'usage et comme une forme de renoncement vis-à-vis du soin, alors que dans d'autres pays, comme la Suisse, par exemple, ou comme le Canada, des visions plus gradualistes de la réduction des risques ont été adoptées et donc permettent de percevoir la réduction des risques comme une forme de continuum et non pas comme une forme d'opposition avec le soin, ce qui fait que ces mesures innovantes dans ces pays, donc, comme par exemple les Pays-Bas ou la Suisse, sont beaucoup plus facilement acceptées qu'en France, puisque l'usage de drogue est l'objet également d'une normalisation et non pas d'une vision morale comme on peut l'observer en France. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait en 2010, la déclaration de Vienne a demandé aux États de fonder les politiques de réduction des risques sur des preuves scientifiques et non sur de l'idéologie. La France a du mal à intégrer ces évidences et considère que ce qui a été efficace ailleurs, ce qui a été les interventions qui ont été évaluées positivement à l'international, ne seront pas adaptées au contexte français. Donc on observe une sorte d'exception française qui tend à considérer qu'il faut réévaluer sans cesse les évidences qui ont été démontrées à l'étranger. Donc pour pouvoir avancer en France sur les questions d'innovation, il est indispensable donc, que la France puisse s'inscrire dans cette lignée de la déclaration de Vienne afin de mettre en œuvre une véritable politique de santé publique qui inclut une version forte de la réduction des risques, qui s'oppose à la répression de l'usage, qui s'appuie sur des preuves scientifiques pour plus d'efficacité dans la lutte contre l'hépatite C en faveur des usagers de drogue. Je vous remercie.